Bonjour à tous et bienvenue dans La Quotidienne. Alors pour cette émission, aujourd'hui, je vous propose d'aller à Nouville assister au stage de la citoyenneté. Donc un stage qui est consacré aux jeunes en difficulté, donc aux jeunes qui ont commis leur premier délit. On en parle avec Anna Chiran dans notre rubrique On s'occupe de vous. Ensuite, sport, est-ce que donc le judo peut être enseigné à l'école? Là est la question. On en parle avec Jamie Waymo dans notre rubrique C'est sport. Et enfin pour notre rubrique culture, je vous emmène aujourd'hui au Centre culturel Pommi et on va parler danse. Mais pour l'heure, retrouvons notre invité du jour. Pierre Labrosse, bonjour. Bonjour. Alors, donc, vous êtes chargé de mission pour la recherche et la technologie, donc pour le territoire, le pays, et aussi Wallis et Futuna auprès du haut-commissaire. Alors, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Alors, on est là pour parler un peu du Krezika. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire avec des mots simples, qu'est-ce que le Krezika ? Le Krezika, très simplement, c'est issu d'une volonté commune des institutions de recherche et de l'université qui sont présents sur le territoire, de mutualiser leurs efforts, de regrouper leurs compétences pour répondre à des enjeux qui sont importants pour la population. Alors vous parlez d'enjeux importants, c'est-à-dire? C'est par exemple la sécurité alimentaire, le problème de l'alimentation pour tous, d'une bonne alimentation, le problème, oui, si possible, donc avec le développement d'une agriculture, développement de l'aquaculture, développement éventuellement de nouvelles sources d'alimentation qui puissent être innovantes. Et puis c'est le problème aussi de l'amélioration de la santé, comment mieux lutter contre la dengue, le chikungunya. Il y a le problème également de l'évolution sociale, comment effectivement se positionner dans un contexte d'évolution sociale et institutionnelle qui est fort. Donc tout un tas de problèmes effectivement qui concernent les Calédoniens au jour le jour et sur lesquels travaille la recherche. On ne le voit pas, ça ne se voit pas effectivement. Alors quand on parle de la recherche, tout va se passer ici en Nouvelle-Calédonie? Alors ça se passe ici, il y a beaucoup de choses qui se passent ici parce qu'effectivement on est sur un territoire qui a la chance d'avoir un potentiel de recherche qui est important. Ça représente aujourd'hui à peu près 300 personnes, 300 chercheurs qui travaillent au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie. Mais ceci étant, cette recherche, elle ne se fait pas dans le cocon de la Nouvelle-Calédonie, elle se fait bien évidemment en partenariat à la fois avec la région, mais aussi plus largement au niveau international. La recherche aujourd'hui est internationale. Donc on parle de recherche, on a besoin également de chercheurs. Donc ce procédé suscite quand même de la formation au niveau des Calédoniens. Est-ce qu'on peut en discuter aussi aujourd'hui? Alors je ne sais pas ce que vous appelez la formation. Ce qui est certain, c'est que à la recherche, la formation est étroitement associée, ça c'est clair. Alors la formation, c'est la formation supérieure, c'est notamment les formations qui sont dispensées à l'université, mais auxquelles contribuent aussi les institutions de recherche. Il y a en Nouvelle-Calédonie des étudiants qui suivent des formations doctorales, qui vont devenir des docteurs. Certains d'entre eux vont rester en Nouvelle-Calédonie et vont contribuer au renforcement des capacités du pays. Donc ça, c'est une mission aussi qui est forte. La recherche ne peut pas s'envisager si effectivement, quelque part, on n'en assure pas le transfert alors au travers effectivement de structures comme la Technopole pour l'innovation, mais aussi au travers de la formation de jeunes cadres calédoniens. Alors ce sera le même objectif pour Wallis et Futuna? Alors pour Wallis et Futuna, la situation est un peu différente dans la mesure où il n'y a pas d'institution de recherche, il n'y a pas d'université à proprement parler tout se fait ici, alors. À Wallis et Futuna. Donc ça se fait ici. Par contre, ce que l'on essaie effectivement, c'est de répondre aux enjeux des Wallisiens et des Futuniens. Et effectivement, la recherche qui se passe en Nouvelle-Calédonie, qui a lieu en Nouvelle-Calédonie, aussi concerne Wallis et Futuna, c'est clair. Donc beaucoup d'institutions sont partenaires justement de cette coopération. Donc on parle aussi de l'IRD, de la CPS. Donc qu'est-ce qui va être fait autour de... Alors il y a 8 institutions dont 7 qui sont sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la recherche en France. Et une institution locale qui est l'Institut d'agronomie calédonien, qui est quand même l'IAC, qui est quand même un exemple de réussite au niveau local en matière de recherche. Et effectivement, on a, à côté de ces 8 institutions, on a un ensemble de partenaires, dont la CPS fait partie, mais il y a aussi le PROE, et puis les universités du Pacifique insulaire, puisque va se tenir la semaine prochaine un séminaire qui va regrouper, c'est la première conférence du réseau des universités du Pacifique insulaire qui va avoir lieu à Nouméa à l'université. Donc ça aussi, c'est un élément Alors important. Qu'est-ce qui va se passer durant cette conférence?
conférence? Qu'est-ce que vous attendez justement? Est-ce que c'est public? Est-ce que les Calédoniens pourront venir discuter ou il n'y a que les recherches, les chercheurs? Alors, il y a deux choses autour de cette conférence. Il y a effectivement la partie scientifique qui s'adresse en priorité aux chercheurs. Bon, ceci étant, je ne crois pas que ce soit un colloque qui soit fermé. En tout cas, l'entrée n'est pas filtrée. Hein. Je pense que tous ceux qui sont intéressés sont les bienvenus. Et puis, il y a une partie un peu plus institutionnelle qui vise à rapprocher les universités de l'ensemble du Pacifique insulaire. Et puis, à cette dynamique est associé le CRESICA, c'est-à-dire que finalement, ça concerne évidemment toutes les institutions de recherche, les organismes de recherche présents sur les territoires, et a fortiori des organismes comme l'IRD, qui ont une double tutelle, à la fois celle de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais aussi des affaires du ministère des Affaires étrangères. Il en est de même pour le CIRAD, par exemple. Donc des institutions qui ont une vocation à travailler régionalement et internationalement. Alors justement, quand on dit répondre à un critère d'excellence internationaux, c'est-à-dire bien travailler avec les autres pays qui sont déjà autour de nous, ou viser un peu plus loin? Alors, pour parler un peu prosaïquement, si on veut être respecté au niveau recherche, il faut qu'on soit bon. Voilà. Surtout que quand on parle de critères d'excellence, si on veut pouvoir attirer des chercheurs, si on veut pouvoir, en Nouvelle-Calédonie, pour répondre aux enjeux, donc compléter nos forces propres, il faut qu'on soit excellent. Voilà. Il faut qu'on soit bon. La Nouvelle-Calédonie, en ce moment, est très regardée au niveau international. Regardée, alors elle est regardée, oui, de par son... tout à fait, mais il faudrait qu'elle soit davantage regardée aussi au travers de sa recherche, qui est ancrée sur des sujets qui sont spécifiques à la Nouvelle-Calédonie. Vous parliez de la mine, c'est la biodiversité qui est tout à fait originale, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est qu'on regarde un peu plus la Nouvelle-Calédonie aussi, de par la recherche qu'elle développe, rendre la recherche plus attractive. Alors toutes ces institutions, toutes ces personnes, ces chercheurs vont discuter. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des travaux, quel sera le suivi en fait? Alors aujourd'hui, si on parle du CRESICA, il y a un projet partagé par les institutions de recherche qui est en train de se bâtir autour des enjeux que j'ai évoqués tout à l'heure. L'idée, c'est que ce projet soit terminé avant la fin de l'année et qu'on puisse, à partir de ce projet qui est un peu stratégique, qui fixe les grandes lignes en quelque sorte de travail, de pouvoir proposer des projets concrets et de trouver les financements pour effectivement réaliser ces projets ensemble, c'est-à-dire faire intervenir, regrouper les compétences autour de projets qui sont d'intérêt pour la Nouvelle-Calédonie et les faire financer. Alors parmi les enjeux concernant les pays, quelle est l'urgence aujourd'hui? Tous les sujets sociaux, économiques? Ah non, pas tout. Actuellement, ça va être justement l'objet du projet partagé, c'est de voir, l'idée c'est de voir dans les sujets prioritaires, quels sont ceux qui peuvent permettre de regrouper le maximum de compétences. Aujourd'hui, quand on parle de répondre, par exemple, de sécurité alimentaire, ça met en jeu des chercheurs d'origines différentes. C'est-à-dire, ça concerne les biologistes, les agronomes, mais aussi les spécialistes de sciences humaines et sociales. Donc c'est l'idée de travailler de manière interdisciplinaire. Et on n'est plus avec les biologistes qui travaillent d'un côté, les spécialistes de sciences sociales. L'idée, c'est de voir comment on peut regrouper ces forces pour répondre à un problème de société qui est posé. Celui de mieux manger, par exemple. Alors, pour terminer, vous avez parlé de cette conférence. Quels sont les prochains projets, prochaines rencontres qu'attend le CRESICA d'ici là? Alors, pour le CRESICA, à proprement parler, donc il y a la fin de la rédaction de ce projet partagé. Il va y avoir, au mois de décembre, probablement une réunion du comité d'orientation stratégique pour la recherche et l'innovation qui regroupe l'ensemble des partenaires, donc pas seulement la recherche, mais aussi les collectivités et les acteurs du monde socio-économique. Donc on va présenter ce projet à ces acteurs et en espérant qu'il soit validé ou qu'il soit amendé. En tout cas, l'idée, c'est d'en discuter pour être certain que ce que l'on propose correspond aux attentes. Alors, si des Calédoniens aujourd'hui s'intéressent à ce procédé, quel est le message que vous avez envie de leur donner aujourd'hui? Où est-ce qu'ils peuvent aller se renseigner également? Où ils peuvent aller se renseigner? Eh bien, il y a 8 institutions de recherche présentes sur le territoire qui sont membres du CRESICA. Ils peuvent aller consulter l'une d'entre elles. Ça peut être l'université, l'IRD. Je parlais tout à l'heure de l'IAC, mais il y a aussi l'IFREMER pour les sciences marines. On a aussi le CIRAD qui est présent, le CNRS, et je vais en oublier un, BRGM, le Bureau de recherche géologique et minier, donc ça, qui se situe à la DIMAC, avec le service de géologie du territoire, qui a des chercheurs qui sont propres. Bon ben voilà, c'est cette équipe de travail, donc on pourra la prochaine fois vous inviter pour savoir ce qui a été le bilan de ces travaux. Donc Pierre Labrousse, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'avoir accueilli. Allez, on passe tout de suite à l'agenda du pays.
Alors, c'est vendredi, donc Davina est là pour nous présenter l'agenda du pays. Et tout ce que, bien sûr, on a compris, hein, c'est les rendez-vous de tout ce qui se passe dans les communes de la Nouvelle-Calédonie. C'est ça, Élise. Bonjour à toi et bonjour à vous à la maison. C'est les quelques rendez-vous que je peux déjà donner. Pour aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas toutes les informations. Donc voilà, on va commencer du côté de Yingen, si tu le veux bien. On va parler du grand marché qui aura lieu le samedi 8 novembre. C'est organisé par le comité du marché en partenariat avec le comité des fêtes de Yingen. Donc, il faut savoir que cette journée aura lieu sur le village de Yingen. Il y aura différentes animations, différents concours, voilà, plein de choses à découvrir là-bas. Ceux qui souhaitent d'ailleurs avoir des informations peuvent appeler le numéro qui s'affiche, le 42 43 57. Il y aura notamment, je voulais en parler, un petit concours de pêche, enfin petit concours, un concours de pêche qui est organisé du côté de Yingen. Donc, ils partent au départ de la marina, tu sais, au village là. Et puis, ils partent jusqu'à 14 h. Ils vont essayer de ramener la plus grosse prise. D'accord. Voilà, donc il faut savoir que le départ se fera samedi à 5 h du matin. Donc avant l'ouverture même du grand marché, il y aura ce fameux lancement de concours. 5 h du matin, tout le monde sur les bateaux, puis direction la pêche. Voilà, donc avis aux amateurs de pêche. Et une occasion plutôt d'aller découvrir la commune de Yingen pour ceux qui ne sont jamais allés. Et voilà, donc une belle journée qui s'annonce du côté de Yingen. Pour la suite, on va où? On fait quoi? Pour la suite, je t'invite à faire un petit tour à Tio. Donc il y aura bientôt la fête de la musique et des associations. C'est organisé par le comité d'animation de Tio. Ça se passera le samedi 15 novembre sur le site de la foire de Tio du côté de la mission. Là. La journée donc commencera à 9 h avec de la musique, bien sûr. Il y aura plusieurs groupes, notamment, je vais t'en citer quelques-uns. Il y aura Jalif de Tio, il y aura Lion Rock qui viendra du Mont d'Or, et puis il y aura TSB de Nouméa. Je te cite que, mais il y en aura plein d'autres, hein, bien sûr. Il y aura également du sport, parce que le sport, c'est la santé. Voilà. Il y aura du foot à 7, de la pétanque, du volley. Il y aura également un marché de fruits et de légumes. Et ben voilà qui est dit. Ensuite, direction Comac, donc à l'extrême nord du pays, pour une projection d'un film. C'est ça, Élise. Donc le film projeté s'appelle Little Bird. Donc voilà, c'est un film qui a été, il faut le savoir, donc promu lors du Festival international du film à Berlin. Il a été élu meilleur premier film. Et il a également reçu le prix pour la section Génération, donc 2 prix pour ce film. Il est à voir donc du côté de Comac le 10 novembre à 19 h 30 du côté de l'école de musique. Ne ratez pas. Si vous souhaitez d'ailleurs le voir, il faut d'abord réserver. Donc un numéro de téléphone à vous communiquer, le 42 78 42. Puis voilà, si vous n'êtes pas loin, vous pouvez aller directement au point information et ils peuvent aussi prendre vos inscriptions. On reste à Comac, Élise, pour la suite. On parle d'une exposition, l'exposition Je suis noire, est visible depuis le mercredi 5 novembre et jusqu'au 11 décembre du côté de la médiathèque Louis Bastien. Donc si vous souhaitez obtenir des informations sur cette expo ou sur les différents horaires, vous pouvez appeler le 41 45 45. En fait, cette exposition, c'est une sorte de remake de ce qui s'est passé, on va dire, du côté du centre culturel Chibaou en 2013. Et ça permet à la population du Nord de pouvoir aussi voir cette... en profiter. D'accord. Et bien voilà, les amis de Comac, vous avez jusqu'au 11 décembre pour en profiter. Et on reste bien sûr dans la commune. On parle des inscriptions à la cantine. Oui, c'est ça, Élise. On parle des inscriptions pour 2015 qui concerne donc la cantine. Sachez que c'est l'internat provincial de Comac et il n'y a que lui qui s'occupe de ces inscriptions-là et c'est un établissement indépendant. Donc il faut absolument se rapprocher de l'internat si vous devez inscrire vos enfants pour l'année prochaine. Ça ne se fait pas automatiquement d'une année sur l'autre, donc il faut absolument le faire. Et c'est pas parce que il y a écrit enfant demi-pensionnaire sur le dossier de votre enfant que forcément il est inscrit. Automatique. Voilà, donc rapprochez-vous très vite de l'internat de Comac. Vous avez jusqu'au 5 décembre pour le faire. Voilà, information importante pour les parents de Comac afin de préparer au mieux la rentrée de vos enfants pour l'année prochaine. Quant à nous, on va à Koné pour terminer cet agenda. C'est ça, Élise. On va direction Koné pour un spectacle qui s'appelle Mercredi Enfance. En fait, c'est quoi? Ça regroupe un peu tous les enfants de la zone VKP, donc qui viennent des tribus, qui viennent des écoles ou qui viennent d'une association. Ils viendront présenter à leurs parents ce qu'ils ont préparé tout
tout au long de l'année. Donc voilà, ça à ne pas rater, c'est le 12 novembre à partir de 17 h et ce sera du côté de l'auditorium du complexe culturel. Voilà, Élise. Voilà, merci pour tes informations. Et puis n'hésitez pas, hein, toutes les communes, si vous avez des informations à passer, vous pouvez les envoyer à la quotidienne@nctv.nc. Vous vous adressez tout cela à Davina Harry. Merci Davina. Merci à toi. Au revoir tout le monde. Allez, on retrouve notre ami Jamie pour notre rubrique C'est Sport. Bonjour Jamie, alors aujourd'hui on parle de judo, plus précisément sur Koné. Bonjour Élisée, bonjour à tous. Et si le judo était enseigné dans les cours d'EPS, au même titre que le football, le basketball, le VA et bien d'autres disciplines encore, en tout cas c'est le souhait d'un homme, un entraîneur, Pascal Rubio, à la tête du club de VKP, donc de judo depuis plusieurs années maintenant. Ce passionné a émis un souhait, celui d'intégrer le judo dans les enseignements, dans les cours de sport, dans les programmes d'enseignement calédoniens. Il disait, je cite, « J'aimerais un jour voir des étudiants, des élèves prendre leur kimono pour aller en cours. » Alors justement, est-ce que enseigner le judo à l'école est-il réalisable? Alors c'est réalisable et c'est possible et c'est ce qui se fait déjà dans d'autres pays. Par exemple en métropole, en France avec le collège Brassens de la ville de Narbonne qui dispose d'une section sportive de judo. Il s'agit en fait d'un cursus offert aux élèves régi par une convention passée donc entre le collège, le conseil général, le comité départemental de judo et l'entente Narbonne Sport qui est le club de la commune. Et cette section sportive est entraînée par un professeur d'EPS, donc spécialisé dans le judo, et d'un professeur de judo diplômé d'État, ce qui est l'équivalent du BPGEPS actuellement. Alors au niveau de l'organisation, comment ça se passe? Alors aux enseignements obligatoires s'ajoutent 2 heures, donc 2 heures d'entraînement par semaine, des entraînements qui se déroulent au dojo départemental. Donc, et pour faire partie de la sélection de cette section sportive, les élèves doivent impérativement être licenciés en UNSS, ce qui est nécessaire pour être assurés. Donc voilà, ça c'est pour l'assurance et pour la licence, pardon. Et ces élèves-là licenciés, ils participent au championnat par équipe d'établissement pour les benjamins et les minimes. Et puis également au championnat de France individuel excellence. Ça, c'est pour les cadets. Ce sont les compétitions auxquelles ils participent. Pour résumer, Élise, je vais essayer de faire plus court. C'est un fonctionnement que l'on retrouve également au sein des classes sport-études ici en Nouvelle-Calédonie, au lycée Jules Garnier, mais également des sections football comme au lycée d'Okamo ou au collège de Havila, avec le même fonctionnement. C'est juste l'activité qui différencie. Mais voilà, l'exemple que je viens de citer avec la section sportive de Narbonne, c'est un exemple parmi tant d'autres, sachant qu'il y a d'autres pays qui ont déjà intégrer le judo au sein de l'enseignement scolaire. D'ailleurs, c'est ce qui se fait déjà au Japon. Voilà, c'est ce qui se fait au Japon, dans le pays où le judo est roi, dans le pays qui a inventé le judo. Il faut savoir qu'à l'origine, si le judo il a été créé justement pour éduquer les élèves, c'était une discipline qui a été inventée et qui devait automatiquement intégrer le système scolaire. Actuellement, les élèves, ils doivent choisir le judo. C'est une alternative obligatoire, c'est un choix obligatoire au même titre que le karaté et d'autres disciplines. Au Japon, comme tu le dis, c'est une discipline qui est déjà intégrée dans tout ce qui est dans le milieu scolaire et qui est en marge de se poursuivre dans le milieu secondaire, voilà, au collège. D'accord. Et donc, sans transition, Élise, voilà, je vous propose qu'on aille à la rencontre donc, de Pascal Rubio, ce passionné, et puis voir aussi le club de VKP avec ses jeunes judokas. Dans ce reportage, il nous explique pourquoi il aimerait donc que le judo soit enseigné à l'école. Tout de suite, direction le tatami de Koné. Pour moi, le judo, c'est le respect, la politesse, l'écoute. Pour le respect des autres et le mien aussi. Voilà, ce sont des gamins de partir de 8 ans jusqu'à 12 ans, donc ils aiment se défouler sur le tatami. Et moi, je viens leur inculquer les valeurs du judo, c'est-à-dire le code moral, le respect, l'amitié, la sincérité, le courage. C'est bon?
Allez-y. Le judo club VKP a été créé à peu près il y a 10 ans. Avant, c'était le judo club de Pointe-Boud. Donc, à force de faire des allées et venues. Et cette année, nous sommes fixes sur Koné. J'apprends les valeurs, les techniques, les fondamentaux du judo, c'est-à-dire le déplacement, la coordination du mouvement, la sécurité, les chutes et la cohésion au niveau de son partenaire, les randouris. En place pour le salut. L'histoire du judo, c'est Maître Jigoro Kano qui l'a inventé. Donc son rôle à lui, c'était de développer le judo dans le monde entier. Donc c'est très éducatif et puis c'est un message de paix. Donc voilà quoi, hein, c'est ce qu'on devrait inculquer aux gamins au niveau de l'enseignement scolaire. J'aimerais bien que le judo soit enseigné à l'école. Vous avez vu en ce moment, il y a beaucoup de délinquance. On ne se voit pas trop dans le nord, c'est plutôt dans le sud. Mais la délinquance, ça se propage rapidement. Donc c'est des valeurs qu'il faut inculquer aux enfants et c'est très important. Et en même temps, ils apprennent à se défouler sur le tatami, mais à ne pas se faire mal. Donc c'est un message de paix aussi. Là, je suis en train de préparer ma VAE, valeur d'acquisition d'expérience, pour pouvoir enseigner au niveau du scolaire. Parce qu'il faut avoir quand même un diplôme. Moi, mon objectif, c'était d'avoir une salle sécurisée. Donc déjà, l'objectif premier est arrivé, est acquis, puisque voilà, nous avons des tatamis qui sont aux normes de sécurité. Les diplômes requis pour enseigner il faut déjà avoir une certaine expérience du judo, de la pratique du judo, être minimum 2e dan et avoir soit son BPGEPS ou son BE. Voilà. Donc ça demande quand même une connaissance spécifique de l'enseignement du judo et de la pratique en général du sport. Sur Kuma, il y a 2 professeurs qui sont quand même 6e dan, donc de grande valeur. Moi, je suis le seul sur Koné et après Bouraï en province sud. Là, je rentre et je fais chuter. Lève-toi. Oui. Tayotoshi, on enchaîne sur Osotogami. D'accord? Je recommence. Là. L'année dernière, je suis parti 8 jours au Kodokan, donc c'est là où le judo a été créé, au Japon. Et là, en fin d'année, en début d'année, je pars faire un stage de 10 jours encore au Japon, à Tokyo, au Kodokan. Voilà, donc dans ce reportage, Pascal Rubio nous dit clairement le judo pourrait donc apporter plus de rigueur, surtout pour les jeunes en manque de repères. Voilà, c'est ça, Élise. Et il évoque surtout un fléau qui touche la société calédonienne, la délinquance. C'est un phénomène mondial, ça c'est sûr, certes, mais qui est de plus en plus visible dans le pays. Donc délinquance que l'on associe aussi à la violence, et notamment la violence à l'école. Et pour cela, certains disent stop et décident de mener des actions pour sensibiliser les jeunes. Prenons l'exemple de l'école de Robinson, l'école Galigné. Ils ont sorti un album, avec des paroles de lutte contre les violences. Un autre exemple, Élise, c'est l'école de Théari, l'école de Koné avec ses classes PAC, donc signifie projet artistique culturel. Ce sont des classes qui proposent d'initier les élèves dans la protection de l'environnement par le biais de tout ce qui est art et culture, musique, peinture et tout. Donc voilà, ce sont des activités qui posent, je dirais, des valeurs, qui posent les valeurs sur la table, de façon à ce que les jeunes puissent s'en servir, puissent se nourrir de ces valeurs qui sont posées sur la table et puis qui puissent leur donner la force, je dirais, d'avancer dans la vie de tous les jours. Ouais. Alors, comme tu dis, des valeurs fortes, de la morale, donc ce sont les caractéristiques d'ailleurs du judo, on l'a vu dans ce reportage. Mais qu'est-ce qui fait que le pays, justement, ne dispose toujours pas de sections sportives de judo dans une école? Alors là, tu touches le fond du problème. Les raisons, c'est déjà
manque d'éducateurs, c'est le manque d'entraîneurs titulaires du... déjà, comme il le disait dans le reportage, M. Pascal Rubio, il faut avoir un minimum de connaissances, il faut être deuxième dan, et puis il faut avoir aussi ce diplôme que je disais tout à l'heure, le BPGEPS ou les BE, ce sont les diplômes nécessaires pour pouvoir enseigner et puis pouvoir mettre en place des classes, des sections sportives comme celle de Narbonne au sein des écoles. Le problème actuellement, pour pouvoir monter une classe, une section sport de judo, c'est le manque d'encadrants. D'accord. Après, voilà, il faut aller se former, comme il disait Pascal Rubio dans le reportage, il est en train de préparer ses diplômes de façon à ce qu'il puisse enseigner à l'école scolaire d'abord et puis pourquoi pas après dans le milieu secondaire, mais ça reste à voir. En tout cas, le judo, on le voit, que c'est une discipline qui a de l'avenir ici en Nouvelle-Calédonie avec beaucoup de licenciés. Et on l'a vu d'ailleurs durant le passage de Lucie d'Écosse lorsqu'elle a effectué une petite tournée ici en Calédonie. Elle est partie à la rencontre des clubs du Sud, des clubs du Nord. Et durant son passage, quand je discutais avec elle, elle me disait qu'elle était étonnée de voir que les salles de judo, à chaque fois, elles étaient remplies. Il y avait pas mal de licenciés, beaucoup de jeunes surtout, beaucoup de jeunes qui se mettent de plus en plus dans cette discipline, qui rentrent dans cette discipline. C'est un avis qui a été partagé par le nouveau président de la Ligue calédonienne de judo. Et puis donc voilà, c'est tout simplement pour dire que ce qui manque actuellement, ce sont les encadrants avec les diplômes, mais en termes de licenciés, là, c'est clair qu'il y a le vivier, il y a de quoi faire plusieurs classes aussi bien dans le nord, dans les îles que dans le sud. Mais je vous propose tout de suite, Élise, qu'on fasse un petit retour en arrière sur le passage de Lucie d'Écosse ici en Nouvelle-Calédonie et qu'on regarde un extrait de ce reportage qui a été diffusé il y a un mois maintenant dans La Quotidienne. C'est vrai que faire 22 000 km, aller dans un petit club à Bourail pour aller rencontrer les judokas, ça veut dire que j'avais envie surtout de partager tout ce que j'ai fait et je partage aussi mon amour pour le judo. J'avais toujours dit qu'un jour je viendrais en Nouvelle-Calédonie. Et là, après ma carrière, quand j'ai arrêté, j'ai ressenti le besoin de partager tout ça avec les enfants dans les clubs. Et voilà, je me suis dit c'est l'occasion de passer en Nouvelle-Calédonie. Et puis après, c'est vrai que ce soit le président de la Ligue ou les autres personnes qui ont organisé le séjour, se sont dit que c'était bien d'aller un petit peu plus dans le nord pour en faire profiter les clubs du nord. J'aimerais bien être aussi comme eux, car j'adore le jeu judo depuis que je suis petit. J'en ai toujours fait, puis je voudrais bien encore faire comme eux, avoir une grande carrière. C'est deux grands champions, ça fait que c'est un honneur de les voir. Ces deux personnes, c'est des grands joueurs de judo. Ils ont tous les deux été champions du monde et vice-champions du monde. Et après, je l'écrase. On se fait par deux, on essaye ça? Pensez à saluer votre partenaire. Allez, saluez votre partenaire, mettez sur tout le tapis et vous essayez de travailler le renversement qu'elle vient de vous démontrer. Je pense que je vais apprendre que la politesse du judo, quelques nouvelles prises, puis on va essayer de retenir aussi plein d'autres choses qu'ils vont nous apprendre. Tu retournes. Voilà, il faut retourner le 25. Oui, c'est sûr, ça fait partie de la vie de championne. Il faut retransmettre un peu, il faut partager, il faut
il faut montrer que aussi les champions, ce sont des personnes qui ont commencé dans un petit club comme tout le monde et qu'à un moment donné, on a grandi, on s'est entraîné, on a été champion, mais au départ, on était voilà, comme ces enfants dans le petit club. Et on se faisait plaisir à faire du judo. Quand on a des athlètes, quelle que soit la discipline d'ailleurs, bon nous, le judo, puisque ça ne nous touche plus personnellement, quand ils viennent à nous et qu'il se passe des choses, qu'il y a une rencontre, une vraie rencontre, quelque chose d'humain, c'est important, c'est des vraies valeurs qui sont données aux jeunes et qui vont les aider à aller, pas seulement dans la discipline judo, mais aller ailleurs, à l'école, à la maison, entre eux. Voilà, des valeurs qui vont servir dans la vie de tous les jours, comme il le disait dans cet extrait, dans ce court extrait de 4 minutes quand même. Donc voilà, il disait que ce sont des valeurs qui vont servir non pas que sur le tatami, mais également à l'école, mais également dans la vie de tous les jours. Oui, le judo, c'est vecteur d'éducation avec ses valeurs fortes, comme il disait dans le reportage, le petit jeune là, apprendre le respect d'autrui, mais également le respect de soi-même. Il y a un extrait aussi qui permettra justement une réflexion au niveau des autorités pour pouvoir enseigner justement le judo dans nos écoles. C'est ça, c'est un bon appel du pied comme on le dit, Élise. Pourquoi pas enseigner l'école dans le judo dans l'école. Ouais, c'est mieux d'enseigner le judo dans l'école. Et puis là derrière, on pourrait parier sur l'avenir, sur des performances, je dirais, professionnelles. L'avantage de pouvoir monter des sections sport, des classes sportives de judo à l'école, c'est que on rentre là dans le cadre d'un pôle espoir, c'est-à-dire cours le matin, l'après-midi entraînement, et là on peut former des jeunes, des futurs champions, mais également des jeunes qui scolairement pourront avoir un avenir prometteur, tu vois. Donc ça serait pas mal d'enseigner le judo, surtout que dans le judo, des centres d'initiation, là, voilà, des centres d'entraînement communaux, voilà, c'est tout à fait ça. Surtout que le judo, je dirais que comparé au football ou aux autres disciplines telles que le volley ou le basket, la concurrence est assez rude. Je veux dire, pour un jeune qui sort de l'école ou d'un pôle espoir, c'est extrêmement difficile de pouvoir mener une carrière professionnelle. Un jour devenir comme Christian Carambeu, c'est un rêve. C'est pas interdit d'avoir des rêves, mais si on n'a pas le facteur chance qui joue en notre faveur, ça risque d'être extrêmement difficile. Alors que dans le judo, Lucie Descosses, elle le disait dans ce reportage, on peut venir d'un petit club, d'une petite banlieue parisienne ou d'une petite tribu ou d'une petite commune en Nouvelle-Calédonie, en Guadeloupe, en Réunion, à La Réunion, en Martinique. On a de grandes chances de pouvoir devenir champion et puis ensuite devenir ambassadeur du pays à travers le monde, pourquoi pas. Donc c'est une autre perspective que pourrait offrir le judo. Et justement, cette idée-là de M. Pascal Rubio d'intégrer le judo à l'école. Voilà, donc l'appel est lancé au CTOS ou aux autorités du pays. Merci Jamie. Merci Élise et merci à tous. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique, on s'occupe de vous. Bonjour Anna, alors on te retrouve pour une nouvelle rubrique et cette fois-ci donc nous parlerons social car nous allons présenter le stage de la citoyenneté. Alors qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, qui est concerné par ce stage et comment cela se passe? Bonjour Élise et bonjour à tous. Alors je vais commencer par donner la définition donc du stage de citoyenneté. Alors c'est une peine qui peut être prononcée soit comme mesure alternative aux poursuites par le parquet, soit comme peine alternative à l'emprisonnement, ou encore une obligation de mise à l'épreuve par le tribunal pour enfants ou par la cour d'assises des mineurs. Alors c'est une seconde, on va dire une seconde chance qui leur est donnée en quelque sorte, et ça existe depuis quand? Alors, c'est une seconde chance, en effet, comme tu le dis, et c'est une sanction pénale qui est en vigueur depuis le 1er octobre 2004. Et c'est un dispositif... Oui, c'est récent, c'est assez récent, et c'est un dispositif qui a plusieurs objectifs, donc entre autres de rappeler aux condamnés les valeurs républicaines de tolérance et de respect, de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société. Et puis, c'est également pour lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile, ainsi que des devoirs qu'implique la vie en société. Et enfin, ce stage doit favoriser son insertion sociale. Alors, il y a aussi les TIG, donc les travaux d'intérêt généraux. Alors, c'est quoi la différence entre les TIG et les stages de citoyenneté? Alors, le TIG, donc, c'est une peine prononcée soit par le tribunal pour enfants, donc pour les mineurs, soit par le tribunal de police ou encore par le tribunal correctionnel. Alors, il faut avoir l'accord du prévenu
parce qu'il doit être présent à l'audience pour faire savoir justement s'il accepte ou pas de suivre ce TIG. Ensuite, le TIG, donc, c'est un travail qui est non rémunéré et puis ils peuvent le faire au sein d'une association ou d'une collectivité territoriale ou encore d'un établissement public. Et la durée des TIG, ça doit être de 20 heures au minimum. Alors, le stage de citoyenneté, lui, en différence, justement. Donc lui, stage de citoyenneté, c'est organisé en sessions collectives. Donc ces sessions, elles sont composées de ou de plusieurs modules. Et puis c'est adapté en fait à la personnalité des mineurs, à leur âge et puis à la nature aussi de l'infraction qui a été commise. Ce n'est pas les mêmes délits. Donc le stage, il se déroule sous le contrôle et en présence permanente d'un personnel éducatif du service qui est chargé donc de mettre en œuvre ce stage. Et puis la peine de citoyenneté, du stage de citoyenneté pour finir, eh bien, il ne peut pas être prononcé par la juridiction du jugement sans avoir l'accord du mineur. Il faut avoir obligatoirement l'accord du mineur pour qu'il assiste à ce stage. Alors si un jeune justement ne va pas à son stage de citoyenneté, qu'est-ce qu'il risque ? Alors, je disais tout à l'heure que c'était une alternative à l'emprisonnement ou à une peine. Donc, s'il ne va pas à ce stage, eh bien, justement, ça peut être sanctionné par la mise à exécution de la peine qui a été prévue au départ, soit un emprisonnement ou une amende, par exemple. Et s'il y a des difficultés pendant le déroulement du stage, par exemple, le mauvais comportement, par exemple, d'un mineur, alors là, c'est tout de suite signalé. Donc, on suspend le stage. Le jeune, ça y est, n'assiste plus à ce stage. Et il y a un rapport qui est adressé donc, au procureur de la République. Voilà, tout simplement. Alors, pour en savoir plus et pour voir tout ça en images, comment ça se passe, un stage de citoyenneté, donc une de journalistes a été justement assistée à un de ces stages qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. C'est Chloé, donc moi je vous propose à toi Élise et à vous de suivre ce reportage de Chloé Yentao. Bonjour, donc aujourd'hui c'est votre dernier jour, hein? Donc les éducateurs m'ont dit que ça s'était bien passé, mais déjà je vois que tout le monde est là, le même nombre au départ, le même nombre à l'arrivée, donc c'est très bien, je vous félicite. Alors le stage de citoyenneté c'est une mesure ordonnée à l'égard de jeunes mineurs sur deux plans. Soit ce sont des poursuites, une alternative aux poursuites ordonnées par le parquet, soit c'est une mesure d'alternative à l'emprisonnement. Donc pour des jeunes qui ont commis des délits et donc pour lesquels on ordonne cette mesure en termes de réparation. Les objectifs du stage de citoyenneté, c'est de recadrer le jeune qui a été déviant à un moment donné en lui rappelant ses droits, ses devoirs, en lui indiquant, en l'orientant vers des dispositifs d'insertion également, afin qu'il soit bien au fait des moyens dont la société l'étaye dans l'occupation de sa place de citoyen, de bon citoyen. Le stage de citoyenneté est organisé par le Centre d'action éducatif, donc la PJUJ, donc principalement le CAE. Donc il met en disposition 3 éducateurs par rapport à l'organisation de ce dispositif, en lien avec le parc. Donc dans l'ensemble du territoire, c'est le Centre d'action éducatif qui met en œuvre ce dispositif. Durant ces 3 jours, il y aura différents intervenants, donc du côté administration, du côté justice, du côté de la police, du côté des services, on va dire, civils. Donc pendant ces temps-là, il y aura des échanges interactifs avec les mineurs. On va les enfermer, on va les mettre en prison, on va les mettre dans une maison de redressement ou je ne sais quoi encore. Ça s'est fait dans le passé. Ça se faisait encore avant la Deuxième Guerre mondiale. Pour nous donner une chance. Voilà, il s'agit de vous donner une chance, non pas d'oublier, mais de comprendre que, ma foi, vous accédez petit à petit à une citoyenneté, et cette citoyenneté, elle vous donne des droits, elle vous donne des devoirs, et en même temps, comme vous l'avez si bien dit, la société est supposée vous donner la chance de reprendre un chemin normal dans
dans ce développement citoyen. La vie dans la culture kanak, elle est symbolisée par le sang. La vie, c'est le sang. Et le sang qui circule dans nos veines, par exemple moi, elle vient de maman, de ma mère, parce que je suis sorti du ventre de la maman. Donc le sang qui circule dans mes veines, c'est le sang de ma maman. Et le sang de ma maman, c'est-à-dire derrière elle, c'est le tonton, l'oncle maternel. Parce que derrière le sang qui circule dans nos veines, si elle est arrivée à nous, c'est parce qu'il y a eu les parents avant, il y a eu les grands-parents avant, les arrière-grands-parents, et bien au-delà, j'ai dit des générations d'hommes et de femmes, qui ont travaillé dur, qui ont trimé dur pour que le sang arrive parmi nous aujourd'hui. Voilà le message que je suis venu aujourd'hui. C'est la première fois que je viens. Gérard est déjà venu. C'est un message que je voulais vous dire. Que ce sang qui est à l'intérieur de chacun de nous mérite respect, considération et humilité. On n'est rien du tout. On est juste là à porter ce sang qui a mis ce parcours extraordinaire. Et notre devoir, on parle de droit et de devoir, notre devoir à nous tous, vous et moi, et puis vos formateurs qui sont ici, notre devoir à nous, c'est d'être à la hauteur. Et être à la hauteur, c'est quoi? C'est travailler dur. C'est faire en sorte que le sang qui circule dans nos veines, qui circule dans notre corps, soit encore meilleur que ce qu'il était hier. Hier, il était à l'intérieur de nos parents, de nos grands-parents. Il est arrivé avec nous aujourd'hui. Mais on doit être à la hauteur pour que ce sang soit encore meilleur. Et pourquoi être meilleur? Parce qu'il doit continuer son chemin vers le futur. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué pendant ces 3 jours? L'intervention de la police, ça change de vision. Parce que c'est pas la vision qu'on a de la police. Toujours en train de nous embêter. Là, ils sont plutôt là. La sécurité, sauver des gens. Puis voilà. Il y a aussi le Rex. C'était net. Eh bien voilà, bonjour à vous, merci d'être là aujourd'hui. Bienvenue au Rex. Pour ceux qui ne connaissent pas le Rex, je pense que vous devez savoir ce que c'est le Rex déjà. Le Rex, nous on présente ça comme une maison de quartier en centre-ville. C'est une maison pour les jeunes, espace culturel pour les jeunes. Vous maintenant vous avez votre carte, donc vous faites partie de la petite bande du Rex. Donc vous êtes les bienvenus ici maintenant. C'est un espace où on fait beaucoup d'ateliers pour les jeunes, donc beaucoup de danse comme le hip-hop, tout ça, dancehall. On a depuis cette année ouvert un studio de musique pour faire de la musique avec l'ordinateur, tout ça. S'il y en a qui sont un petit peu musiciens ou qui aiment la musique parmi vous, n'hésitez pas, il y a un petit atelier qui est prévu avec Marvin, Rasta Vince. Il y a un petit atelier avec Asmila aussi qui est prévu tout à, si vous voulez. Elle fait un atelier fond vert, elle vous expliquera ce que c'est un délire vidéo. Et ceux qui veulent avec moi faire un petit atelier slam, écriture, on peut se caler là-haut, dans la salle cinéma. On leur propose un petit atelier artistique, et du moins avec des pratiques artistiques, où ils sont là pour composer, créer eux-mêmes des choses, que ce soit de la musique, un texte, de la vidéo. Et voilà, c'était pour leur montrer qu'il y a des choses qui sont possibles dans ce genre de structure. À eux de se prendre en main, et voilà, il y a les outils qui sont là. Et voilà, il ne reste plus qu'à faire. Donc voilà, le rap, le slam, c'est un peu le même délire. Le principe, c'est faire des rimes, écrire en faisant des rimes. Ce que je vous propose là, c'est qu'on s'amuse un petit peu avec des... On va essayer d'écrire des petits trucs pour se marrer, et on va essayer de mettre des petites rimes. Ça vous dit? Donc premier, c'est « Je m'appelle ». Allez les gars. Et de là, c'est parti? Et après, je vais continuer à vous dire les trucs. Ah d'accord, ok. Alors il y a « Je m'appelle », ça c'est le premier. Ensuite, on enchaîne. Le deuxième, c'est « Je suis ». Après, ça sera à vous de rajouter, de rajouter une phrase, un mot, un roman, n'importe. Si c'est possible avec des rimes, sinon c'est pas grave. Je m'appelle, je suis. Le troisième, c'est je viens.
Je crois que ça s'est bien passé, que ce soit avec Marvin, Asmila, nous on était en slam aussi, en atelier d'écriture, ça s'est bien passé. Je pense qu'ils ont tourné, ils ont créé, il y a un jeune qui a écrit un texte, après il est allé en studio composer une petite musique, et puis il a enregistré son texte sur la musique qu'il avait composée, donc voilà, l'idée c'était ça. Après il aurait pu aussi s'enregistrer se filmer en train de faire ça, ça aurait fait le clip, mais bon là c'était juste une petite approche, on les a eu que 2 heures. Toute ma life, je fais du business avec mes potes du ghetto. Mais malheureusement tombé dans un cul-de-sac, les flics au cul. Ouais, me voilà derrière les murs de la Babylone. Entouré d'alcooliques et tous ces voleurs, sans amour de leurs parents. Perdus dans le trafic de la tôle, se retrouvent à fumer de la ganja en demandant pardon au diable. Suite au bilan qu'on a fait avec les jeunes, effectivement, on peut se rendre compte qu'ils ont largement percuté, notamment pendant des rencontres pour eux improbables, notamment celle avec la police nationale, où ils n'iraient jamais de même rencontrer un policier pour lui poser des questions, ou le centre d'addictologie, où ils se rendent compte concrètement de ce qu'ils consomment, des effets qui peuvent être générés à plus ou moins long terme. Donc c'est évident que dans le cadre d'un stage de citoyenneté, les jeunes acquièrent un certain nombre de connaissances qui les font forcément réagir parce qu'effectivement, à un moment donné, ils sont insouciants. Maintenant, ils ne sont pas non plus bêtes et ils réagissent facilement lorsqu'ils comprennent les choses, lorsqu'ils savent les choses. Donc l'information, les informations auxquelles ils ont eu accès les ont fait forcément réfléchir et on souhaite, et ce sera certainement le cas, que ça va continuer à mûrir. La frustration, la colère, l'incompréhension, étant donné qu'on n'arrive pas à mettre des mots dessus, et ben hop, on passe à l'acte. On pose des actes. Mais l'acte, il n'a rien réglé. Vous êtes bien placé pour le savoir. On peut dire les choses simplement et se faire comprendre. Mais il faut les dire. Je ne suis pas d'accord. Alors de manière générale, on a passé un très bon stage de citoyenneté. C'est vrai que souvent ça se passe bien parce que les gamins sont quand même relativement conscients qu'ils ont commis un délit, que c'est une façon de se rattraper, de ne pas avoir affaire à la justice parce que là il s'agissait d'un stage de citoyenneté dans le cadre d'alternatives aux poursuites pénales. Mais c'est vrai qu'on a passé un stage de citoyenneté relativement positif parce que c'était un gros groupe de jeunes, 11 jeunes. Habituellement, ils sont plutôt 6, avec une seule jeune fille qui s'est très bien adaptée, des jeunes qui ont été présents et assidus tous les jours, qui ont été participatifs, intéressés. Donc, de notre point de vue, en tout cas l'équipe éducative, on est très satisfaits et visiblement les jeunes aussi du retour qu'ils nous ont fait. Voilà, donc des jeunes qui ont compris l'importance de ce stage et ont saisi justement cette deuxième chance qui leur est offerte. Alors, ils avaient l'air très intéressés en tout cas. Oui, et puis il faut signaler que le stage qui a duré 3 jours, il n'était pas au même endroit pendant les 3 jours, ils n'étaient pas restés enfermés au même endroit. Oui. Donc du coup, le fait de se déplacer comme ça sur plusieurs sites, donc c'était vivant, c'était animé, ça les a motivés en quelque sorte et c'est pour ça qu'ils étaient intéressés en fait. Alors, est-ce qu'après ce stage, est-ce qu'il y a un suivi? Oui, à la fin du stage, il y a un bilan. Donc, on réunit tous les mineurs qui étaient pendant ce stage. Donc, ils font un bilan collectif d'abord. Et ensuite, il y a un bilan individuel. Donc, là, on prend le mineur avec ses parents. Donc, on voit avec eux comment s'est passé le stage, si les objectifs ont été bien atteints. Et puis là, on prend en compte un peu la situation globale du jeune pour voir si on peut, quelles mesures éducatives on peut appliquer à la fin. Et puis voilà, c'est un bilan en fait qui sert à évaluer un peu ce qui s'est passé pendant le stage, si les objectifs ont bien été atteints finalement. Et en fait, si le jeune, suite à ce stage, a pu réévaluer en fait son délit, comment il analyse en fait son délit avant le stage et après s'il y a eu une évolution, voilà. D'accord. Bon ben voilà, merci pour toutes ces précisions. Des adresses ou des numéros de téléphone à donner à nos chers téléspectateurs? Oui, alors vous pouvez contacter la PJEJ si vous avez des renseignements ou vous voulez des informations. La PJEJ, je précise, c'est le service de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. Alors vous pouvez les contacter au 24 37 00. Et puis il y a aussi le Centre d'action éducative ou CAE
lui, vous pouvez l'appeler au 23 20 10. Et enfin, il y a aussi le foyer d'action éducative de Nouville. Là, vous pouvez les contacter au 23 19 31. Voilà, donc merci Anna. On te retrouve bientôt pour une nouvelle rubrique Tata. Avec plaisir, Elise Tata. Allez, on retrouve Chloé pour notre rubrique Demander le programme. Salut Chloé. Salut Elise, salut à tous. Alors aujourd'hui, nous partons pour Koné, où nous avons eu l'occasion d'aller filmer un mercredi danse au centre culturel Pomemi à Koné. Tiens, c'est pas commun ça, alors qu'est-ce que c'est exactement? Alors ce rendez-vous est organisé donc par le complexe culturel de Koné et par l'annexe, en fait, c'est l'annexe de Koné du Conservatoire de musique et de danse de Nouvelle-Calédonie, en partenariat également avec l'AFMI, donc l'AFMI c'est l'association de la formation des musiciens intervenants, et puis aussi en partenariat avec la commune de Koné dans le cadre du projet éducatif local. Voilà, donc en fait ces mercredis danse, ça va dans la continuité des mercredis musicaux qui étaient déjà mis en place. Ils avaient été mis en place suite à la célébration des 30 ans de l'anniversaire de la mort de Bob Marley en 2011. Et donc à l'époque c'était encore l'ETM, l'école territoriale de musique, et qui avait instauré donc ces mercredis musicaux pour mettre en scène donc les musiciens de la province Nord. Et donc naturellement, quand l'ETM est devenu le conservatoire de musique et de danse, et bien naturellement la danse a été incluse aussi dans ces mercredis, et donc ces rendez-vous musicaux sont devenus les mercredis de danse, suite aussi à l'arrivée en 2013 de Sylvain Wenetem, qui en tant que professeur de danse, qui donc a donné des cours de danse à Koné, continue d'en donner, que l'on va voir d'ailleurs dans le sujet qui va suivre. Et donc ces mercredis de danse se déroulent maintenant au centre culturel Pomemi, c'est bien ça? Voilà, alors au début ils se déroulaient au complexe culturel de Koné, mais victimes de leur succès, ils n'ont pas pu accueillir toutes les personnes qui répondaient présentes, parce qu'il y en avait beaucoup, donc il a fallu trouver un endroit plus grand. Et donc voilà, c'est bon signe, c'est donc le centre culturel Pomemi qui accueille maintenant ces mercredis de danse. En plus, le centre Pomemi permet également maintenant d'apporter à ces spectacles une envergure territoriale avec leur contact, donc ils invitent tous les artistes du territoire. D'accord, et bon, c'est vrai que les artistes qui participent justement sont pour la plupart de la zone VKPN. Exactement, alors l'objectif de ce rendez-vous culturel, c'est bien sûr de développer les différents types de danse sur la zone VKPN, en alliant donc la tradition et la modernité, et puis on va voir qu'un large éventail des différentes cultures y est représenté. Ça permet aussi de faire le lien entre les différents acteurs culturels de la zone VKPN et du territoire entier, qui soient amateurs ou professionnels, aussi bien les troupes de danse que les associations ou les écoles, etc. Donc ils vont pouvoir également bénéficier du matériel, des infrastructures existantes. Donc c'est André Ravel qui nous a rapporté les images du dernier mercredi danse, c'était le 10 septembre dernier. On regarde. C'est une première pour nous d'accueillir ici au sein du centre culturel Pomemi ce type de manifestation. Personnellement, ce que j'ai aimé dans cette opération, c'est la touche contemporaine avec plutôt la danse urbaine, avec le hip-hop. Comme invité, nous avons eu Résurrection. Donc nous sommes en plein développement. Donc cette touche contemporaine apporte un plus au développement de la danse. Je pense que le public a bien réagi aussi par rapport à la diversité proposée, parce que nous avons pu retrouver dans le public différentes communautés. Donc par exemple, on a retrouvé, les Calédoniens. On a pu voir aussi qu'on a aussi la Polynésie qui est aussi présente. Et nous, le peuple premier, les Kanaks. On est conservatoire de musique et de danse depuis 2012. Et ici à Koné, on a accueilli la danse contemporaine depuis 2013. C'est ce qui nous a poussé à organiser ces mercredis danse. On avait nos mercredis musique, maintenant on a nos mercredis danse. Donc ce soir, on a une dizaine de groupes de danse. Ils vont venir à plusieurs reprises sur la scène et à chaque fois il y aura des intermèdes avec des groupes un peu plus performants, des groupes qui ont l'habitude de la scène.
comme Tchaou, Toutet, il y a aussi Résurrection. L'auteur de cette danse, c'est moi. C'est une création à part entière. Avec la participation de la troupe Tchaou, on fait un jumelage entre la danse traditionnelle, comment eux ils vont me suivre dans le mouvement contemporain et comment on s'inspire. Moi je m'inspire des gestes du danse traditionnelle. Cette danse raconte en fait les différentes étapes du défrichage jusqu'à la plantation, de la maturation de l'igname et à la récolte et au partage. C'est aussi simple que ça, on s'est arrêté vraiment sur le geste parce qu'il y a beaucoup de symbolique, il y a beaucoup de croyances autour, mais nous on s'est vraiment focalisé sur l'acte de défrichage, vraiment sur l'acte de la plantation et comment ça se traduit en danse. J'ai commencé la danse en 2000 et donc j'ai dansé avec la troupe de Bobop, la troupe qui vont peut-être passer là ce soir, la troupe Toutet. Et j'étais un peu leur chorégraphe. Et je me suis retiré de la troupe Toutet pour créer une propre troupe de danse à moi. On fait un travail sur les 4 saisons, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et nous, dans la province Nord, enfin plus particulièrement de la commune de Kony, nous, on représente l'été. L'été chez nous. En fin de compte, c'est pas vraiment une danse, c'est toute une chorégraphie travaillée à partir des chorégraphies traditionnelles et retraduit en chorégraphie contemporaine. L'idée, c'est de donner aux dynamiques de danse, des pratiques amateurs de danse de la région, VKP, Vaud, Koné, Point-Bout, mais aussi Poya, de se retrouver, de partager, quoi. Donc voilà, il y a de la danse polynésienne, mais il y a même de la danse sportive, il y a de la danse contemporaine, de la danse traditionnelle. Voilà, donc c'est une rencontre. En fait, on a mélangé différentes cultures, du traditionnel et du moderne. C'est ça qui fait notre force, notre culture et surtout la prière et la coutume. La danse country, c'est un mélange de plusieurs danses en fait. Parce que dans plusieurs chorégraphies, des fois on a des pas de rock, des pas un peu de salsa. Et c'est vraiment un mélange. Donc dire que ça a une origine ou bien particulière ou par rapport à des cérémonies, moi je pense pas. C'est plutôt de la danse d'ambiance. C'est un effet fédérateur parce qu'on danse en groupe, on danse en ligne. Et on apprécie pleinement cette type de danse en fait. Alors, nous sommes une école de danse de Point-Bout, mais on fait partie de l'association AON, Association Omnisport de Népouy. Et on fait pas mal de spectacles, que ce soit pour les kermesses, les marchés, les diverses représentations qu'il peut y avoir. On a de tout, on a nos jolis vaïnés, on va dire, entre guillemets, puisque c'est comme ça qu'on dit chez nous. Donc il y a des Calédoniennes, il y a des Mélanésiennes, on a vu des Canadiennes. Tout le monde a dansé, des maternelles, 3 ans, jusqu'aux mamans. Et on va finir là avec les ados qui sont un peu la cerise sur le gâteau dans nos prestations.
Voilà, donc comme a dit l'un des artistes, c'est important de préserver notre culture et la danse en fait partie. Et on poursuit donc avec les autres sorties à venir et on commence avec les spectacles. Oui, alors on commence avec premier acte, l'aboutissement d'une année de rencontre entre artistes, enseignants et élèves, donc de l'école maternelle à l'université. Tous les jeunes qui pratiquent le théâtre en milieu scolaire se réunissent donc sur le plateau du Théâtre de Lille, qui les accueille donc dans des conditions professionnelles pour nous présenter donc le résultat d'une année de création. Donc ça se passera au Théâtre de Lille, ce sera donc le jeudi 13 et vendredi 14 novembre à 19h. D'accord, c'est noté. Pour ces jeunes artistes en devenir, on continue avec les professionnels de la compagnie Les Incompressibles. Oui, je vais y arriver. Les Incompressibles. Alors après Golden Joe, Les Incompressibles reviennent avec cette pièce de théâtre de Gabor Rassov qui s'intitule donc Les Amis du placard, adaptée et mise en scène par Jean-Paul Smadja. Alors c'est une comédie, de quoi ça parle? Alors oui, c'est une comédie plutôt décalée, hein, avec un humour un peu grinçant, qui raconte en fait l'histoire loufoque d'un couple ordinaire, hein, Jacques et Odile, qui achètent dans un grand centre commercial, qui achètent un couple d'amis en promo. Voilà, donc en fait, ils les gardent dans un placard, ils les ressortent quand ils veulent passer une bonne soirée entre amis. Et donc jour après jour, ils se montrent de plus en plus exigeants avec leurs amis, qu'ils ont quand même acheté en promo, hein, il faut le rappeler. Et donc de l'exigence à l'abus, il n'y a qu'un part. Alors, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors, comme je te disais, c'est une comédie complètement décalée. Hein. Elle illustre en fait avec dérision les penchants pervers de notre société, notamment le consumérisme et aussi l'individualisme. Donc cette pièce met en avant le monstre en fait qui sommeille en chacun de nous, hein, qui pourrait sommeiller en chacun d'entre nous, qui mettrait en place un esclavage humiliant, sous prétexte de se considérer comme le client roi, satisfait ou remboursé. Voilà, donc c'est pas un jugement, c'est plutôt un miroir de notre société qu'on souhaite tous meilleur. Hein. D'accord. Et où et quoi on peut aller voir justement ces amis du placard? Alors, les représentations seront données donc du jeudi 13 au dimanche 23 novembre au Centre d'art de Nouméa. Et donc en semaine, les séances commencent à partir de 19h30 et le week-end, les représentations sont à 18h. Ok, c'est noté, on passe aux expos. Oui, alors on commence avec une expo de Raina qui se déroule donc à la galerie Artebello. Donc cette jeune artiste polynésienne peint des portraits et des paysages colorés, atypiques, enfin des paysages typiques des îles du Pacifique, avec donc un style bien à elle, hein, c'est-à-dire le trait léger mais précis, qui illustre donc des mondes intérieurs que seule une océanienne sait peindre. Donc l'exposition s'appelle Elle et Il et elle se déroule à la galerie Artebello depuis le 3 et jusqu'au samedi 15 novembre. Ok, on va maintenant du côté du Mont d'Or pour une autre expo de plusieurs artistes. Voilà, plusieurs artistes cette fois-ci. Donc c'est le collectif Siapo, les artistes du collectif qui exposent donc leurs œuvres les plus récentes, leurs dernières créations, donc des sculptures, des peintures, des installations, de la récup, du recyclage, etc. Donc ça se déroule dans le hall du Centre culturel du Mont d'Or pour cette expo intitulée Pacifica 2014 qui se déroule jusqu'au 22 novembre. Ok, d'accord. Et on revient sur Nouméa pour une expo intitulée Déjà vu. Voilà, ça se passe à la galerie La Belle Image depuis le 3 novembre. Donc c'est l'artiste photographe Audrey Dang qui expose donc ses clichés. Au total, il y a 44 photographies. Donc ce sont des poses, des portraits, des perspectives, des perceptions, des populations que l'artiste a rencontrées donc au cours de ses différents voyages. Et donc elle les a prises dans différents pays. Et donc ces clichés, elle les a juxtaposés en fonction d'un esthétique commun, en fonction d'un angle de vue ressemblant ou alors des milieux similaires. Voilà, donc l'exposition dure jusqu'au 29 novembre à la galerie La Belle Image à Nouméa. Ok, on met maintenant à l'extrême nord, à Kumak, pour une autre exposition. Oui, alors si vous avez raté l'exposition d'Isabelle Staron-Tutugoro, qui s'est déroulée donc à Poindimier en juillet dernier à l'occasion de son 50e anniversaire, eh bien sachez que depuis le 4 novembre, ces dernières œuvres sont exposées de nouveau donc à l'espace culturel de Kumak cette fois-ci. Donc l'expo s'appelle 50 par 50 par 50, hommage à Lucie et dure jusqu'au 14 novembre. Et on revient donc à Nouméa pour une exposition de peinture opposant deux techniques mais en utilisant un élément commun. L'eau.
Voilà, Opposition, c'est le nom de l'expo de l'artiste peintre Éric Vallée, qui est connu donc depuis plus de 30 ans pour ses aquarelles, bien sûr, hein, qu'il aime aussi bien contraster que légère. Il aime aussi donc sortir des sentiers battus lors de ses expositions. Et donc, toujours dans ce jeu d'eau, il a choisi un autre support que le papier. Il joue donc avec les couleurs et les formes, en utilisant donc toujours le même solvant, l'eau. Et donc, il met en opposition deux techniques. Alors, le public pourra venir découvrir donc une quarantaine d'aquarelles sur le thème donc, des paysages calédoniens. Et puis, il y aura également une vingtaine d'acryliques qui mêlent un mélange de cloisonnisme et de géométrie. Voilà, donc deux styles différents avec un même solvant, l'eau. Alors, où a lieu justement cette expo? Alors, ça se déroule à la galerie Le Chevalet d'Art, donc c'est à Nouméa, jusqu'au 29 novembre. Et du côté du centre culturel, on va du côté du centre culturel Tchibao, où a commencé une expo sur la coutume kanak. Voilà, alors c'est même un reportage photographique et dessiné, réalisé donc par Sébastien Lebègue, basé donc sur le témoignage de personnes kanak, qui nous donne donc un aperçu de comment est vécue la coutume en Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc il a été réalisé dans les régions Est et Nord-Est de la Grande Terre, hein, de Tio à Wailou, de Yingen à Wegwa, Veriaté également, sur l'île des Pins, et puis aussi sur les îles Loyauté, Lifou, Marais, Ouvéa. Et donc l'expo a débuté mercredi et devrait durer jusqu'à début 2015. D'accord, merci Chloé, et puis n'hésitez pas à aller les voir, donc toutes ces expositions si vous êtes dans le coin. Merci Chloé. Avec plaisir, merci à tous, à bientôt. Allez, on retrouve Mara pour notre rubrique La science et nous. Bonjour Mara, alors aujourd'hui tu nous emmènes dans l'espace pour ta chronique. Oui, bonjour Élise et bonjour à vous qui nous regardez. Alors je vais commencer par vous donner des nouvelles de notre amie Rosetta, la sonde spatiale qui voyage dans l'espace depuis déjà 10 ans dans le but d'étudier la comète Churyumov-Gerasimenko. Alors chers amis, le moment approche, mardi prochain, le 11 novembre 2014, eh bien le module de la sonde Philae sera lâché pour tenter de se poser sur la comète. Alors les responsables du projet sont impatients, on regarde. Nous sommes au Centre européen des opérations spatiales en Allemagne et dans ce bâtiment, les équipes sont en train de piloter la sonde Rosetta. La pression monte pour les chasseurs de comètes. Ils simulent le déploiement de l'atterrisseur Philae sur la comète 67P depuis son vaisseau mère Rosetta. On est dans la phase d'observation proche. Lentement et progressivement, on a commencé à tourner autour de la comète à de plus faibles altitudes. Bien sûr, il peut arriver qu'à tout moment, la comète devienne très active et éloigne complètement la sonde de sa trajectoire. Mais ça, on ne peut pas le prévoir. Plus la surface sera molle, plus on pourra penser que l'atterrisseur se posera en douceur et ne se renversera pas. Ciao Rosetta. Salut Rosetta. Dans quelques semaines, ce sera le moment crucial de ta vie. Quand le bébé sera prêt, ne le secoue pas trop. Fais en sorte qu'il touche doucement la surface de la comète, mais laisse-le y aller. Il est temps de le laisser partir. À bientôt et bonne chance. C'est tout pour aujourd'hui. Le mois prochain, Rosetta vivra l'apogée de sa mission. Nous serons aux premières loges. Rendez-vous dans notre prochaine édition. Voilà, en espérant que tout se passe bien et que Philae pourra se poser sans encombre et nous ramener tout plein d'informations intéressantes. C'est pas rien quand même, les premières poussières de comètes. Quoi. Donc c'est mardi prochain, tu nous diras comment ça s'est passé. Oui, voilà, donc c'est mardi 11 novembre et bien sûr je vous tiendrai au courant dès que j'ai des informations. Et on reste dans l'espace pour la suite. Oui, on est bien là en apesanteur, on va y rester encore un petit peu, mais je vous préviens, ça va secouer puisqu'on va parler du retour sur Terre après un voyage dans l'espace. Alors la rentrée dans l'atmosphère avec le lancement, c'est le passage le plus délicat pendant un vol spatial. Pourquoi? Alors tout d'abord, le véhicule doit pénétrer dans l'atmosphère avec un angle ultra précis. Si l'angle est trop aigu, la vitesse de l'appareil ne sera pas assez réduite et le bouclier thermique qui a pour fonction de le protéger ne pourra pas résister aux températures extrêmes. Et si l'angle est au contraire trop plat, eh bien le véhicule va rebondir entre guillemets sur les couches denses de l'atmosphère. Donc c'est vraiment un ajustement extrêmement précis au centième de
degré près qui est nécessaire. Donc là, il ne faut pas faire d'erreur. Non, pas droit à l'erreur, pas du tout. Ensuite, quand le vaisseau spatial arrive à proximité de la Terre, il rentre en contact avec les couches denses de l'atmosphère et elles sont au repos. Et quand le véhicule y pénètre, eh bien, ça engendre une grosse compression et aussi un gros échauffement. Et sous l'effet de cette chaleur, les molécules d'air se dissocient et passent à l'état de ce qu'on appelle le plasma. C'est un gaz ionisé avec une conductivité électrique importante. Et lors de la rentrée dans l'atmosphère, le plasma entoure le vaisseau et c'est ce qui produit une grande luminosité dans les tons de orange très clair et ça peut aller jusqu'au rose. D'accord, donc c'est ce qui fait que c'est lumineux. Hein. C'est la même chose pour les étoiles filantes, j'imagine. Et c'est exactement le même phénomène qui se produit quand une météorite entre dans l'atmosphère. Exactement. Bon alors, dans le cas d'un retour sur Terre d'un vaisseau spatial, le problème principal, c'est l'échauffement. Le plasma qui est généré par le contact entre le vaisseau et l'atmosphère échauffe de beaucoup les parois du véhicule, d'où la nécessité du bouclier thermique dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a eu des accidents pendant cette phase de vol? Alors, oui, hein, de nos jours encore, la rentrée, c'est un moment très dangereux pendant une mission spatiale. Et d'ailleurs, c'est pendant cette phase que l'équipage de la navette Columbia a péri, hein, malheureusement, le 1er février 2003, vous vous en rappelez peut-être. Le bouclier thermique avait été perforé au décollage et pendant la rentrée, le plasma a très probablement, à très haute température, pénétré à l'intérieur du vaisseau spatial. Bon, une pensée pour les familles des astronautes de cette mission. Oui, ça avait été vraiment une grosse tragédie pour le monde de l'exploration spatiale. D'ailleurs, l'agence spatiale américaine avait carrément arrêté tous les programmes pendant 2 ans avant de reprendre les vols. Donc, quoi qu'il en soit, ça reste un challenge important, cette rentrée dans l'atmosphère. L'agence spatiale européenne travaille sur l'IXV. C'est un démonstrateur de rentrée atmosphérique qui va tester les technologies nécessaires pour les futurs véhicules spatiaux de l'agence qui vont devoir revenir intacts sur la planète. Donc on regarde le reportage qui nous explique le projet avec quelques nouvelles de l'espace. C'est parti. Bonjour et bienvenue dans Space. Partir dans l'espace, on sait faire, il suffit de prendre place dans une fusée et décoller. Mais qu'en est-il du retour sur Terre? La rentrée dans l'atmosphère reste l'un des plus grands défis à relever pour le secteur spatial. On en parle dans un instant, mais d'abord, les infos du mois en provenance de l'univers. Le vaisseau Orion, destiné à acheminer des astronautes dans l'espace lointain, poursuit sa préparation en vue de son premier vol de test non habité le 4 décembre. Messenger nous a livré la première preuve en images de la présence sur Mercure d'eau sous forme de glace. Elle se trouve dans un cratère près du pôle nord de la planète. La mission Cassini-Huygens a publié cette superbe vue en lumière visible de Thétis dans les anneaux de Saturne. Passons au sujet principal de cette édition. L'Europe a mis au point un nouveau vaisseau, l'IXV, pour se confronter à la rentrée dans l'atmosphère. Ces images rares donnent un aperçu de l'un des instants les plus délicats du vol spatial, la rentrée dans l'atmosphère. Un moment où, pourrait-on dire, ça passe ou ça casse. Pour s'y confronter, l'expérimentation ne suffit pas, il faut partir dans l'espace et revenir. C'est justement la mission du nouveau véhicule de l'Agence spatiale européenne. Ça, c'est l'IXV, le modèle qui va bientôt être lancé. C'est l'unité de vol qui s'envolera à bord de la fusée Vega en novembre de cette année. Mais avant que la version opérationnelle ne puisse se confronter à la réalité, de nombreuses recherches ont été nécessaires, notamment grâce à ce prototype de test. Giorgio Tumino dirige ce projet à l'ESA. L'objectif de la mission de l'IXV est de lever le voile sur toutes les zones d'ombre qui entourent la rentrée dans l'atmosphère. Pour progresser dans ce domaine où l'ESA a jusqu'à présent peu investi, ce nouvel engin sera acheminé dans les prochaines semaines par une fusée Vega à une altitude de 430 km, similaire à celle où se trouve la Station spatiale internationale, puis amorcera sa descente vers un endroit précis sur Terre. En attendant, des vérifications sont encore en cours. Si on commence par l'avant, ici on peut voir la baie avionique. Les opérateurs sont en train d'en tester des éléments.
Là, c'est la partie arrière du véhicule où se trouvent les 4 moteurs à réaction. Ce qui est noir ici, c'est la protection thermique à base de céramique, un matériau extrêmement performant. Et ce qu'on voit ici, ce sont les points où sont placés les capteurs. Donc, il y a des capteurs de pression, des jauges de contrainte qui sont intégrés au véhicule. Le retour sur Terre n'a rien d'une promenade de santé. Lorsqu'il pénétrera dans l'atmosphère à une vitesse de 28 000 km/h, les parois de l'IXV seront exposées à une chaleur extrême. Les frottements de l'air feront monter le nez et les gouvernails à une température de 1800 degrés Celsius. Le phénomène atteint un pic à une altitude très spécifique de notre atmosphère. Une zone où tout se joue, comme l'explique José Longo, la référence en matière de rentrée atmosphérique. Dans le cas de véhicules qui ne sont pas conçus pour revenir dans notre atmosphère, comme les engins classiques et les satellites, tous ces appareils se disloquent entre 80 et 75 km de la Terre. Nous rencontrons le grand spécialiste des débris spatiaux au sein de l'ESA, Holger Krag. Il les surveille depuis leur orbite jusqu'à leur chute sur Terre. Pour mieux nous faire comprendre les forces auxquelles se confronte l'IXV, il nous présente une vidéo où le vaisseau cargo ATV se désintègre comme prévu au moment de sa rentrée. À une altitude d'environ 100 km, l'ATV devient déjà incandescent. On voit des fragments assez petits qui se détachent à l'arrière. Ce sont principalement les panneaux solaires qui dépassent de l'engin. Ils se cassent en premier en étant arrachés par les forces aérodynamiques. Là, nous sommes en gros à 75 km. On voit un flash et un nuage de gaz à l'arrière. C'était l'explosion, l'interaction du carburant avec l'atmosphère, l'auto-inflammation. À 60 km, les températures sont très élevées. Il y a des objets blancs incandescents qui tombent à l'arrière parce qu'ils sont très légers. L'ensemble du processus de rentrée se déroule en un laps de temps très court, souligne Holger Krag. À partir du moment où on effectue la manœuvre de rentrée, jusqu'à la Terre, ça dure à peu près une demi-heure. À partir du point où l'engin commence à s'échauffer, à environ 90-80 km, jusqu'à la Terre, ça fait seulement 10 minutes. L'un des éléments clés dans cette phase critique, c'est le design innovant de l'IXV, une navette sans ailes qui peut changer de direction. Pour l'instant, les capsules habitées de rentrée atmosphérique disposent d'un fond plat comme le Soyouz russe et le nouveau vaisseau Orion. Elles s'avèrent fiables, mais difficiles à poser sur une zone précise. La navette Space Shuttle de la NASA pouvait atterrir sur piste, mais l'opération restait complexe et en 2003, des dégâts sur ces tuiles thermiques ont conduit à l'accident de Columbia. L'IXV est différent, l'engin dit à corps portant assure sa stabilité grâce à son fuselage. Il s'agit d'un compromis entre la navette et la capsule qui garantit contrôle et manœuvrabilité. Ici, ce sont les volets en céramique. Ils supporteront des températures de l'ordre de 2000 degrés Kelvin. Ils bougeront pour contrôler le véhicule en vol, pour le diriger et changer l'inclinaison de son angle d'attaque. Grâce à l'IXV, les Européens recueilleront des données sur les conditions réelles de la rentrée, des données essentielles à de futures missions où un retour sur Terre est envisagé. Quand on s'intéresse à la possibilité future de ramener des astronautes, des échantillons d'astéroïdes ou à long terme de Mars, c'est une technologie qu'il est impératif d'avoir pour être capable de revenir sur Terre. Ni les simulations sur ordinateur, ni les essais dans des équipements comme un tunnel aérodynamique ne reproduisent la réalité. Au final, dans tous les cas, on doit partir dans l'espace. Car si l'homme rêve de voyager toujours plus loin dans l'espace, il est primordial de lui assurer qu'il pourra revenir en toute sécurité. Voilà, donc c'est sûr, c'est quand même mieux hein, quand on va dans l'espace de savoir qu'on va peut-être revenir, on va revenir sur Terre. C'est un peu plus rassurant, mais c'est vrai que c'est la seule chose qui nous bloquait, hein, sinon on aurait déjà été astronaute. Ben oui, c'était notre rêve à tous les deux. Je fais toujours rêver, quoi. Alors bonjour, pour terminer, pardon, tu vas nous parler d'un record, je crois. Oui, Élise, le record de l'homme le plus haut du monde, astronaute exclu quand même, a été battu le 24 octobre dernier. Un homme a été lâché d'un ballon à 41 km d'altitude
d'altitude et à regagner la terre ferme en parachute. Alors ce courageux parachutiste, c'est Alan Eustace, donc 57 ans, vice-président de Google en congé sabbatique et qui a trouvé ce projet pour occuper ses loisirs. Bon, en tout cas, chacun s'occupe à sa façon, et puis surtout ceux qui ont les moyens, bien sûr. Voilà, alors le vol a eu lieu au-dessus des États-Unis. Alan Eustace s'est élevé grâce à un ballon de 990 mètres cubes. Il est monté à 41 km et puis là, il a passé une demi-heure dans la stratosphère, suspendu à son ballon. Et puis il s'est détaché et là, il a plongé dans le vide en atteignant la vitesse de 1323 km/h, soit plus vite que le son à cette altitude. Pendant combien de temps? Alors la chute libre a duré 4 minutes 27. La descente a été ralentie. La chute libre, après, quand il a ouvert son parachute, ça a duré plus longtemps. Donc la chute a été ralentie au fur et à mesure, mais apparemment, il a quand même été sérieusement secoué, le Alan. Tu m'étonnes d'ailleurs. Donc le total de la descente, en comptant donc, le parachute, ça a duré une quinzaine de minutes. Et je vous propose d'en voir un petit aperçu sans commentaire. Clair que pour être secoué, il a été secoué. Surtout je pense à l'atterrissage. Surtout à l'atterrissage, ouais. Alors, je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait fait la même chose aussi. À peu près la même chose, ouais. Alors, c'était Félix Baumgartner, si je prononce bien, un Autrichien, mais il était monté qu'à 39 km. Par contre, il avait atteint une plus grande vitesse, apparemment. Bon, ben, chacun son record. Merci, Mara, et puis on se donne rendez-vous là-haut. Oui, on fait une chute libre en parachute, t'as raison. Merci à toi, merci à tous et bon week-end. Voilà, c'est avec cette chronique que s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. Au revoir à tous.